Il y a les hélicoptères qui portent secours, les avions qui soignent et opèrent en vol. Dans le domaine civil, certains avions ont aussi un rôle clé pour veiller à notre sûreté, nous secourir et nous soigner. Ils sont prêts à intervenir en toute urgence, 24 heures sur 24. Ce sont les avions ambulances. Ces avions doivent être rapides, maniables et disposer de suffisamment de place à l'intérieur pour soigner le ou les malades. Et comme les ambulanciers au sol, chaque mission doit être réalisée dans les plus brefs délais. Il en va de la survie des patients. Une rapidité d'action et d'intervention qui est donc dépendante du moyen de transport mis en place par ces urgentistes, le moyen aéroporté. Le choix de l'avion est un point clé dans la préparation d'une mission. C'est vraiment important de pouvoir adapter l'avion à la mission, notamment d'un point de vue urgence pour le patient. Alors, on peut distinguer déjà l'avion de ligne, qui a l'avantage d'être moins cher et de permettre de quand même, heureusement, ramener la grande majorité des patients qui nécessitent un rapatriement. Ensuite, on est souvent amené à choisir un avion ambulance qui est un avion dédié, un avion qui est spécialement équipé pour transporter des malades. Ces avions ambulances sont classés en 3 catégories. On a des avions qui sont à court rayon d'action, moyenne, qui sont des avions hélices. Ensuite, on passe sur des avions un peu intermédiaires. Et ensuite, on est sur du jet qui peut nous permettre d'aller à 5000 km en moyenne. Plus on monte en gamme d'avions, plus la vitesse et le rayon d'action augmentent. La taille de la cabine, elle aussi, s'agrandit. Un atout pour les médecins qui peuvent donner plus de soins et une meilleure surveillance aux patients. Pour nous, la première chose, c'est pouvoir travailler dans les meilleures conditions à bord de l'avion. Donc, c'est une cabine qui soit d'un volume suffisant, où on puisse surveiller le malade et pouvoir y accéder en cas de besoin. Une cabine d'un avion ambulance mesure en moyenne moins de 8 mètres de long sur 1,90 m de hauteur et moins de 2 mètres de largeur. C'est peu, et tout est organisé, calculé au millimètre pour avoir un maximum de matériel et de place pour travailler. Mais il faut aussi que l'avion soit disponible dans les 2 heures, jour et nuit, pour aller chercher les cas les plus graves. Un critère auquel répondent les avions ambulances. Aux approches des aéroports, en tant qu'avion ambulance, on peut avoir demandé des priorités pour pouvoir se poser. C'est une priorité dont on n'abuse pas, mais qui est un atout le jour où on en a vraiment besoin. On a la chance en France de pouvoir avoir une grosse amplitude de vol, ce qui nous permet d'aller vraiment au plus vite pour chercher un patient en difficulté dans des pays étrangers. Ces avions ambulances sont donc des avions légers, puissants, pouvant aller très haut en altitude et intervenir très rapidement, et surtout avec un équipement dédié au transport des malades. Ça consiste à déjà avoir un intérieur qui est spécialement adapté au transport de malades, avec une civière équipée également en oxygène. Et, deuxième point important pour nous, une alimentation électrique. Et le tout avec une réglementation qui est la même que les avions de ligne et qui nous garantit une sécurité avec des pilotes qui sont régulièrement entraînés, qui vont 2 fois par an en simulateur. Et si les pilotes s'entraînent sur simulateur de vol, le personnel médical, lui, s'exerce sur des mannequins électriques à l'intérieur d'un avion ambulance totalement reconstitué. Vous avez le cockpit qui est en avant et ensuite, dans le prolongement au fond de l'appareil, vous avez une banquette qui va nous servir à la fois de lieu d'accueil pour les accompagnants quand on en a et à la fois d'avoir aussi une zone de repos pour nous. Mais de la pratique à la réalité, il n'y a qu'un pas. Dans un avion ambulance, l'équipement médical est mobile et miniaturisé. À chaque mission, 150 kg de matériel sont embarqués à bord. Pendant plus de 12 heures, les équipes peuvent ainsi prendre en charge un patient en réanimation. Dans notre mode de transport en avion sanitaire, on a un équipement mobile. On n'a pas de matériel dédié, embarqué et fixé dans l'avion. Après, on peut avoir du matériel en surplus, des pousse-seringues, le laboratoire pour faire des analyses sanguines. Un laboratoire qui ressemble à une sorte de mini-ordinateur, capable de donner en moins de 3 minutes les analyses sanguines du patient. Un temps record, beaucoup plus rapide qu'à l'hôpital. Souvent, on a plus d'équipements dans l'avion que dans certains pays où on va chercher les patients. On adapte encore une fois les équipements au type de patient transporté. Tout est configuré en fonction du patient et de la gravité de son état de santé. Le choix de l'avion, le choix de l'équipage et le choix du matériel embarqué. Les profils de ces patients sont d'ailleurs très variables. Alors on véhicule vraiment tout type de patients, du patient dit logistique au patient vraiment de réanimation, en passant par tout ce qui va être patient infectieux ou patient prématuré en couveuse. Accident, traumatisme, maladie tropicale, infarctus. Les patients peuvent varier du plus simple au plus complexe. Une des missions les plus risquées, secourir les patients très contagieux, atteints d'infections mortelles. Les dernières opérations de ce type ont été effectuées lors de l'épidémie d'Ebola. On met en jeu notre vie, mais aussi celle de l'équipage. Donc il faut vraiment être précis et savoir ce qu'on fait
dans nos manipulations. On met les moteurs au pied. Au moindre faux pas, la contamination est immédiate et c'est l'ensemble de la mission qui se retrouve menacée. On n'a jamais le risque zéro, hein. On peut à un moment donné être contaminé parce qu'on n'a pas fait les manipulations comme il fallait. Et pour maximiser les chances, des entraînements réguliers sont effectués. Ces entraînements se font avec une bulle d'autoprotection pour le patient et une combinaison intégrale pour le médecin. Tous sont très préparés, car lors des véritables interventions Ebola, la difficulté est encore plus soutenue. Il y a une grosse différence entre ce qu'on simule et comment ça se passe en réalité, notamment pour l'équipe médicale avec leur combinaison. Très différent d'une combinaison en Afrique avec 40 degrés, d'une simulation à 20 degrés sur l'Europe. Mais quelle que soit la mission, la procédure est toujours la même. Il y a en amont un temps qui peut être court, mais qui est d'identifier la pathologie du patient, d'identifier ses besoins médicaux, comprendre le traitement qui est débuté, le remettre éventuellement en cause, se donner les moyens pour aller le chercher, avoir l'accord des médecins traitants sur place, de façon à ce que l'équipe qui part faire le transport ait une compréhension de la situation et puisse choisir son matériel. Une fois qu'on a l'appel et la confirmation du patient, on lance directement toutes les demandes à chaque État survolé et à l'aéroport de destination. Et une fois qu'on a toutes les autorisations, on peut partir le plus vite possible. En 45 minutes, les équipes arrivent, prennent leur dossier, se changent, préparent tout le matériel. En général, entre le moment où la mission a été acceptée et le moment où on décolle, il s'écoule une moyenne de 2 heures. On a récupéré, ramené le patient dans les 12 heures maximum, en fonction bien sûr de la destination. L'équipage est toujours le même. Tout le monde est rodé, entraîné, prêt à toutes les situations. On est systématiquement, nous, à double équipage, c'est-à-dire pilote et copilote. Et sur les vols longue distance, on peut faire un équipage renforcé de 3 personnes de façon à ce qu'on gère la fatigue différemment pour aller plus loin. Côté médical, on travaille, nous, avec systématiquement médecin infirmier à bord. Médecins ayant une bonne expérience de réanimation, infirmiers de réanimation également. On est vraiment dans une cohésion d'équipe et on travaille vraiment en grande autonomie. On a cette capacité et cette possibilité de pouvoir mobiliser tout ce qu'on a appris intellectuellement et de le mettre en situation. Ce métier est un véritable prolongement de celui des médecins du SAMU. Leur objectif est d'aller chercher des patients dans un état grave et de les rapatrier le plus vite possible, avec une spécificité, travailler en plein vol. On est sur un axe qui est plutôt international, donc on peut aller chercher les gens dans le sud de la France, tout comme on peut aller chercher au Japon ou ailleurs. Et la cadence va même s'intensifier. Le nombre de missions en avion-ambulance n'en finit plus d'augmenter. Tous prévoient un développement impressionnant dans les années à venir. Il est clair que ça répond à plusieurs raisons. D'abord, il y a de plus en plus de gens qui voyagent. La mondialisation, la facilité des voyages, les gens partent de plus en plus souvent et de plus en plus loin. Ensuite, on a une population de gens de plus en plus vieux qui voyagent et les personnes âgées et plus âgées étant plus sujets à avoir des problèmes médicaux. Donc tout naturellement, on aura plus de cas à ramener. Et on a malheureusement, et on est beaucoup confronté à ce problème, un écart de soins de santé entre le sud et le nord et des malades de plus en plus graves sur la zone sud, c'est-à-dire entre autres sur l'Afrique, qu'il va falloir ramener sur la zone Europe. Je pense qu'on va être amené à utiliser de plus en plus l'avion sanitaire en tant que tel, en tant que vecteur par rapport à l'avion de ligne, sur tout ce qui va être équipements médicaux embarqués, quantité d'oxygène, qui je pense va être de plus en plus limitée sur avion de ligne. Les avions ambulances sont encore des avions civils avec du matériel spécifique et adapté à l'altitude. Mais cette augmentation constante du nombre de missions va amener les acteurs du marché à continuer de se développer, soit pour la fabrication d'avions spécifiques, soit dans le matériel médical pour aller chercher encore plus de personnes en danger.